Le 30 avril 1945, la prise de Berlin par les Russes consomme l'effondrement du Troisième Reich. Le grand rêve d'Hitler s'écroule sous un déluge de fer et de feu, s'ensevelit sous un monceau de ruines. La croix gammée cesse d'étendre son ombre orgueilleuse et menaçante sur l'Europe enchaînée. La voix tonitruante de celui qui se voulait l'instaurateur d'un empire millénaire s'est tue, étouffé sous les décombres de la chancellerie et du bunker. Et le flot du désastre emporte tous les grands feudataires de l'ordre noir. Exécutés Mussolini et tous les chefs fascistes. Suicidés, pendus, fusillés ou rayés du monde par d'interminables années de prison, tous les grands premiers rôles entre lesquels Hitler entendait répartir souverainement tous les pouvoirs sur une Europe nazie forgée dans le sang. Liquider tous les chefs des pays vassaux, Heydrich et Frank à Prague et Varsovie, Quisling en Norvège, Mussert en Hollande, Tissot en Slovaquie, disparu en France le monde de la collaboration, Pétain, Laval, Thoriot, Dea, Darnan et tant d'autres. Exécuté Antonescu en Roumanie. Suicidé Himmler, chef de l'ordre noir. De tous ces dignitaires, de tous ces chefs de peuple, un seul a échappé à son destin, un seul vit encore, exilé mais libre, malgré sa condamnation à mort. Le Volksführer Léon de Grelle, général SS et ex-chef du Rexisme en Belgique. Ont participé à cette émission Monsieur le ministre de Schrijver, Monsieur le ministre Delfos, le professeur Villequet, historien, le baron Rieland, ancien journaliste, Robert Poulet, journaliste et écrivain, un ancien chef rexiste. C'est sur les rives de la Semois, à Bouillon, dans les Ardennes belges, que naît Léon de Grelle le 15 juin 1906. Son père, un brasseur, est d'origine française, sa mère est de souche allemande. La famille est nombreuse, 8 enfants élevés à la dure. Dès l'âge de 8 ans, le petit Léon, levé chaque jour à 5 heures, gagne l'église pour sonner, puis servir la première messe. Un gamin de 8 ans, qui s'en va ainsi, tout seul dans la nuit, qui grimpe ainsi dans le noir d'une tour, qui ne s'affole pas, mais il a déjà reçu une empreinte. Ma famille était profondément faite, mais nous sommes chrétiens jusqu'à la moelle des os. J'avais 3 oncles jésuites, je n'ai jamais joué au football quand j'étais gamin sans répéter 20 fois courant avec mon ballon, mon Dieu faites que je marque, mon Dieu faites que je marque. Son père est député provincial du Luxembourg belge. Très jeune, Léon hérite de lui la fibre politique. La première fois que mon père est venu me voir au collège, il m'a dit « Bien Léon, maintenant, tu commences à grandir. Tu dois penser à ton avenir. Qu'est-ce que tu veux être un jour ?» Je lui ai répondu tout go. Un jour, je serai Premier ministre. Très tôt, la passion des voyages le saisit. À vélo, il explore l'Allemagne puis la France. Gamin, j'ai fait 10 000 km en bicyclette. Ça comptait à cette époque. 10 000 km, des grosses bécanes qui pesaient 20 kilos. On crevait ses pneus 4 ou 5 fois, mais c'était ça, mon besoin de voir des êtres humains. J'avais aussi, et ça c'est vraiment mes parents que je veux, la passion du monde latin. Au bout de quelques mois d'humanité gréco-latine, à table, c'était le latin. Les conversations à table chez nous, c'était en latin entre mon père et moi. Et quand me levaient mes oncles jésuites, mon père et ses frères parlaient en grec. À 15 ans, il entre au collège des Jésuites de Namur. Il est conquis par les idées de l'Action française, mais sans perdre son sens critique. J'avais vu ce qui leur manquait. C'était la passion sociale. Ces immenses masses qui attendaient un petit peu de justice à cette époque, et surtout un petit peu de fraternité et de respect, se trouvaient dans un abandon total quand on voyait ça du point de vue des élites bourgeoises et du point de vue catholique. Parce que le monde bourgeois était lié à ses sous sans avoir même compris que leur simple intérêt était lié à l'épanouissement de la masse ouvrière. Quand l'ouvrier gagne beaucoup, il dépense beaucoup. Tandis que quand le bourgeois gagne beaucoup, il s'assoit dessus ou il met à la banque. Ce qui me révoltait, c'était l'injustice sociale. Si je n'avais pas eu cette
chape de christianisme qui nous écartait du peuple. J'aurais été bien plus volontiers socialiste. En fait, j'ai jamais été en garçon droit. Pour moi, la politique, ça consiste à rendre les gens heureux. Ça ne consiste pas à édifier des constructions savantes. Et il est évident que les gens étaient malheureux. Et que le socialisme a été nécessaire. Qu'il fallait faire sauter ces baraques empoisonnées du grand capitalisme. Eh bien, dès cette époque-là, il y a eu deux choses qui, dès le collège, m'ont passionné. C'est la grande construction ordonnée de l'État. Les principes d'autorité, de responsabilité, de durée, qui seront à la base du rexisme. Et la passion sociale. Militant d'Action catholique, il écrit avec passion articles, poèmes, nouvelles, essais qui le font remarquer des leaders socialistes Van der Velde et Huysmans. Il correspond avec le cardinal Mercier, primat de Belgique. Au collège des jésuites, j'étais mêlé aussi à une affaire extraordinaire. La condamnation de Charles Maurras. Les cahiers de la jeunesse catholique, qui était la revue du mouvement de l'association catholique de la jeunesse belge, donc de l'Action catholique, fait une enquête parmi la jeunesse de Belgique. Quel est votre maître à penser? Pour moi, c'était Maurras. J'ai fait une campagne, mais je suis parvenu à rassembler 70% des votes. Maurras est sorti nommé maître à penser de la jeunesse catholique par une majorité écrasante qui était presque totalement la mienne. Bon. Scandale en Belgique et en France, le cardinal Andrieux à Bordeaux réclame au pape Pie XI la condamnation de l'Action française. Maurras s'insurge. J'avais mis en branle le cardinal Andrieux, le pape, Maurras, tous ces gens-là roulant par terre, le pape assommant un coup de crosse le pauvre vieux Maurras, et tout le grand scandale de l'Action française avait éclaté. En 1925, Léon de Grelle entre à l'université de Louvain. Il y devient l'animateur de l'avant-garde, un journal estudiantin moribond qu'il renfloue à coups d'énormes canulars. J'écrivais le journal à peu près tout seul. Les 8/10, tout seul, au café. Je commandais ce qu'on appelait à ce moment-là une botte. C'était 5 litres de bière. 5 litres. Je m'envoyais 5 litres de bière et je fournissais une copie abondante. De Grelle devient célèbre à l'université. J'ai été appelé au XXe siècle, qui était le deuxième journal catholique de Belgique. J'étais tout jeune étudiant, ça me faisait une tribune formidable. Il publie un reportage sur les taudis. L'impact en est tel que ce texte sera édité en livre, préfacé par le ministre du Travail. Et c'est alors que Monseigneur Picard, qui était le chef de l'Action catholique, m'a offert de m'installer chez lui, pour mettre de la vie dans toutes ses publications. C'était un saint. Bon, pour moi, c'est l'essentiel d'un prêtre. Un prêtre qui s'occupe de syndicats, d'électeurs, de pilules, d'avortements, d'histoire. Ça, pour moi, c'est pas un prêtre. Un prêtre, il est fait pour nous conduire au ciel et pas pour nous conduire à une clinique ou pour nous faire avorter ou pour nous faire aller en cortège dans les grèves. À ce moment-là, l'évidence était là. Le peuple vivait en dehors de la religion. Et il vivait en dehors de la religion parce que la religion était liée à toutes sortes de formes du capitalisme qui répugnaient à la masse ouvrière. Et c'était comme ça. L'Église était l'Église des riches. De Grelle se lance à fond dans l'action sociale. L'université de Louvain est alors le champ clos des querelles linguistiques entre wallons et flamands. Ceux-ci sont brimés depuis un siècle. À l'université de Louvain, quand je suis arrivé, j'ai assisté à ce spectacle d'une moitié de l'université en guerre ouverte contre l'autre moitié de l'université. Mais guerre ouverte, vraiment guerre. On se battait le soir à coups de briques, à coups de pierre. J'ai décidé de vider mon sac. Et j'ai publié un petit bouquin avec les flamingues. Le terme était d'ailleurs péjoratif, mais c'était ceux qui défendaient les droits du peuple flamand. Et ce petit bouquin a fait son effet parce qu'il était sincère. Jamais les Flamands ne l'oublieront. En 1914, les Allemands ont brûlé la bibliothèque de l'université. Sa reconstruction déchaîne une âpre polémique. D'aucuns veulent orner la façade d'une inscription vengeresse. De Grelle publie Furore Teutonico. Il prêche avec grand succès l'oubli des haines passées. Entre-temps, il court le monde. Il est devenu directeur des éditions Rex, les éditions de l'Action catholique, maison vieillotte qu'il métamorphose en affaires florissantes. Je guettais chaque grand événement. Je me faisais faire un litre de café. En une nuit, j'écrivais une brochure de 32 pages. Et le soir, elle roulait. Toujours à 100 000. Dès ce moment-là, j'avais constitué mes premières équipes. J'avais commencé à parler dans les grands collèges. De garçons et de filles.
C'était la première fois qu'un jeune garçon arrivait dans les couvents du Sacré-Cœur. J'avais là-dedans, j'avais 20 ans. On m'appelait le Beau Léon. Et j'avais un succès personnel assez considérable. Je me suis formé ainsi des milliers de disciples, jeunes garçons et jeunes filles. C'est de ce temps-là que vient l'expression le Rex à pile. Je lançais ma brochure, je lançais ce qui était fameux à cette époque-là, mes 14 motocyclistes. J'avais acheté 14 motos. Et j'avais 14 types, la crème que j'avais retrouvée dans tout le pays. Un événement, je les convoquais le matin même où on me donnait à l'imprimer mon texte. Ils filaient sur toutes les routes. Moi-même, j'allais voir quelques grands couvents, mais 100 000 exemplaires étaient filés en un tournement. Il lance Soirée, un grand magazine familial de radio et de cinéma. Le succès est énorme. Je vous connais une actrice magnifique en première page. Et je vois encore le vieux cardinal Van Rouille, qui était le bougon entre tous. Il me disait, mais écoutez, pourquoi vous mettez une femme en première page? Je lui avais dit, écoutez, Éminence, si je mets, je n'ai pas dit votre bobine, si je mets votre tête en première page, ben j'en vendrai 20 000 de moins que si je mets une jolie fille. En 1932, Léon de Grelle épouse Marie-Paul Lemay, dont le père est un gros industriel français. Elle lui donnera une fille, puis 4 autres enfants. La même année, il lance Rex, d'abord simple catalogue d'édition. Rex devient très vite un grand hebdomadaire littéraire qui, sous une présentation nouvelle, publie astucieusement des textes oubliés de grands auteurs contemporains. Ça me coûtait environ une dizaine de francs l'article, parce que c'était la Société des droits d'auteur. Et tout le monde disait, mais ce galopin-là, comment il a des collaborations pareilles? Mais comme ça, à peu près gratuites. Et c'était tellement étonnant que finalement j'en ai reçu des véritables, authentiques. Mauriac s'est vendu d'un magnifique papier message aux jeunes gens de Rex. Je crée aussi Vlan. Et là, ça commençait à être la mauvaise affaire, parce que Vlan, c'était le journal politique. Là, toute mon indignation éclatait. J'avais vu comment toute une série de ministres catholiques ou de grands dirigeants catholiques étaient mis dans la politico-finance jusqu'aux oreilles. J'avais entendu tous les côtés, parmi les masses ouvrières, l'indignation de tous ces gens-là. Je me suis dit, si nous sommes sincères, si nous voulons être de vrais croyants, eh bien, il faut crever l'abcès, il faut faire couler tout ce pu. Alors, avec mon bistouri, je me suis lancé dans toutes les poches de pu des politiciens catholiques. J'ai commencé par les catholiques, parce que c'était une question de sincérité. Ah, mais alors, quel scandale! J'étais toujours à l'Action catholique et je m'en prenais aux grands bonzes. Et la vérité, c'est qu'en tant que catholique, il fallait châtier ces gens. Il fallait les flanquer en l'air. Mais ces gens-là, ils dominaient le pays. Et ces gens-là payaient la Sainte Église. Je me suis mis à dénoncer le Boerenbond. Le Boerenbond, ça veut dire la Ligue des paysans. Le Boerenbond, c'était la plus grosse organisation des Flandres. C'était une grosse organisation en soi, parfaite, qui venait au secours des paysans. Mais qui en fait avait branché là-dessus une organisation financière énorme, qui ramassait tout l'argent des paysans, qui avait fait disparaître des centaines de millions, c'était une affaire horrible, mais l'Église touchait sa part sur tout. Le curé était une espèce d'agent camouflé dans le village, l'évêque avait des commissions plus importantes parce qu'il dominait le doyen et les curés, et l'archevêque, lui, il en avait 6 millions par an parce qu'il dominait tout le monde. Alors, dès l'instant où je sautais sur tous ces salauds, j'ai vu se dresser contre moi ce grand cardinal Van Rouille avec sa crosse, et la situation était comique parce qu'il venait de préfacer un bouquin en moi, l'histoire de la guerre scolaire. Et le brave Hergé, le père de Tintin, a illustré ce petit bouquin. Ça n'allait plus chez le cardinal à ce moment-là, et surtout, ça n'a plus été chez les grands banksters que je dénonçais. Parce que tous mes braves imprimeurs, ils vivaient grâce aux banques. Brusquement, la même lettre de tous mes imprimeurs qui me faisait savoir que c'était fini les crédits. Et alors, j'ai eu à m'en aller de l'Action catholique, très affectueusement d'ailleurs, mon Seigneur Picard est resté tout le temps le plus admirable des amis, mais il ne pouvait plus supporter ces risques, il fallait que je m'en aille de l'immeuble. Monseigneur Picard s'est quand même aperçu que le type était dangereux.
Il m'a dit un jour, c'est dommage pour un garçon de talent et un catholique convaincu comme lui, qu'il monte tout le temps. Et alors que j'avais toute mon histoire des imprimeurs, je ne savais pas comment je ferais, j'ai encore par-dessus le marché racheté la presse Rex. Et là, j'ai mené un combat, mais effroyable, avant de retomber sur mes pattes. Immédiatement, je lance à tous mes garçons, à mes jeunes qui à travers le pays un appel. Tout le monde ramasse de l'argent dans ses familles. J'ai pour tenir 2-3 semaines. Coup sur coup arrivent les miracles. Et les deux plus extraordinaires au point de vue édition, c'était l'histoire de Beaurain et l'histoire du roi Albert. À Beaurain, un gros bourg belge, la Vierge est apparue à des enfants. Les foules affluent. De Grelle s'assure en exclusivité la publication du récit du médecin qui suit les petits visionnaires. Je suis parvenu à vendre 700 000 volumes. C'est des choses vraiment incroyables. Il n'y a certainement jamais eu en Belgique un bouquin qui s'est vendu à un tirage pareil. 700 000. Ça, près de mes imprimeurs, ça leur faisait de l'effet. Quelques mois plus tard, le roi Albert Ier, adoré des Belges, se tue accidentellement. Alpiniste fervent, il fait une chute mortelle du haut des rochers de Marche-les-Dames. Léon de Grelle réédite alors son coup de Beaurain. En moins d'une semaine, il fait écrire et imprimer une brochure qui, grande nouveauté pour l'époque, comporte 32 pages de photos en héliogravure. Elle sort le lendemain même de l'enterrement avec les photos des funérailles du roi. De Grelle en vend 100 000. Ses imprimeurs acceptent un moratoire, des dons et un prêt de son père achèvent de sauver les éditions Rex. En 1934, à la tête de 3 journaux et d'une maison d'édition prospère, De Grelle entame sa véritable carrière politique, pleinement conscient de ses dons de tribun et de meneur d'hommes. Si vous n'êtes pas absolument sûr que vous possédez en vous ces forces énormes et mystérieuses qui font comprendre les gens, et c'est même inutile de commencer. Et puis il faut une force physique. Il faut pouvoir passer des semaines et des semaines sans presque dormir. Avoir le cerveau toujours libre, jamais avoir un mal de tête. Il faut avoir une robustesse qui vous permet d'affronter 6, 8, 10 meetings tous les jours. Un conquérant de peuple doit être un enchanteur. Il faut enchanter les foules comme on enchante une femme. Quand je me trouvais en face d'une foule, je la possédais comme on possède un être cher, un être beau. C'est exactement du même phrase. Je vois toujours ça, mes grands meetings. Quand je commençais, mais je ne savais pas ce que j'allais dire. Je porte en moi ma vérité, je porte en moi ma doctrine. Mais j'ai là en face une foule immense, je ne la vois même pas. Il y a des grands réflecteurs m'aveuglent. Il y a là une masse immense, toute noire. Il y a des jeunes, des vieux, des ouvriers, des paysans, des riches. Et je me mettais en plein vol comme un épervier. Enfin, je faisais mes tours au-dessus d'elle. Et comme on appelait chez nous à Bouillon les bêtes aux poules, qui cherchent le gibier. Et puis tout d'un coup, je sentais ça y est, oh, ouah, je plongeais, j'avais la bête. J'ai entendu les plus grands orateurs de ce siècle, depuis Jaurès jusqu'à Briand, jusqu'à bien d'autres. Eh bien, l'éloquence de De Grelle allait encore un degré plus loin dans la force persuasive du moment. Alors voilà, il faut être un type puissant, une vigueur physique énorme, une volonté de faire, décider à passer à travers tout. Il faut avoir la foi, et puis il faut être un grand orateur, et il faut être un grand écrivain. Auprès des jeunes et des classes moyennes, son succès est énorme. Mais ce qu'il veut, c'est conquérir les ouvriers. Ce qui m'a passionné, c'est la masse ouvrière. Parce que pour moi, être un chef de peuple, peuple, ce mot magnifique, peuple, ça ne veut pas dire être chef d'une administration, d'un réseau politique, ça veut dire être le conducteur de millions d'êtres humains qui ont un cœur, qui ont des passions, qui ont des besoins, et à qui il faut donner le bonheur. Ce peuple, personne à ce moment-là ne le possédait. Ni les socialistes, ni surtout les anti-socialistes. Les socialistes avaient perdu le contact avec le peuple. Si la grande bagarre des fascismes est arrivée, c'est parce que les peuples étaient complètement dégoûtés d'un socialisme qui leur avait été bien pesant, mais qui était devenu
Une machine bourgeoise, sans cœur, sans flamme. Ces masses étaient à prendre. Comment les prendre? C'est d'aller où ils vont. Et la masse ouvrière, même dégoûtée du socialisme, allait tout de même dans ces immeubles qu'on appelait la maison du peuple. J'ai fait un abonnement de 3e classe, et à partir de ce moment-là, tous les soirs, il y avait un meeting là, il y avait un meeting à un autre endroit, il y avait un gros bonhomme socialiste qui parlait. Quand on demandait pour la forme, est-ce qu'il y a un contradicteur, hop, je demande la parole. Et au bout de 3 semaines, et c'était, les gens disaient, c'est le Léon, c'est le Léon. Et ça allait devenir très rapidement une habitude. Alors, dès le premier jour, c'était très mal. J'avais un rouleau inimaginable, c'était à Charleroi, il y avait plus de 2000 personnes, et le lendemain, le Parti Socialiste, très stupidement, me faisait une propagande géante, avec un titre énorme en première page pour expliquer comment il m'avait écrabouillé. C'est ce que j'attendais. Ce type qui était écrabouillé, on allait venir pour assister à ces écrabouillages. Ça devenait un combat de boxe, quelque chose de sportif. On allait voir. C'est un curé qui a fait que j'ai avant tout gagné la masse ouvrière belge. C'est un curé qui s'appelait Moreau. Un gros bonhomme soufflé, rougeau, pas méchant type, et qui avait eu des histoires d'amour. Le Parti Socialiste, avec la franc-maçonnerie, ont organisé 80 meetings de ce curé sur la confession. Ça attirait beaucoup de monde. Je me dis, celui-là, je l'aurai. Je lui ferai la peau. Et pendant 80 jours, et 80 meetings, je l'ai suivi tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Il n'y avait pas moyen que ce type parle sans que je me sois là au pied de la tribune et que je demande la parole. Alors c'était une épopée, et je l'ai eu avant la fin. J'étais parvenu à avoir des renseignements très précis sur sa vie de curé amoureux. Et le meeting où je lui ai réglé son compte, c'était à Serein. Il y avait 10 000 personnes. Alors on commence, le curé dégoisse tous ses topos, et puis mon toit. Où je dis, mais si un curé tombe amoureux, c'est humain, c'est quelque chose qui en soi peut être respectable. Mais surtout si une fille tombe amoureuse. Et qu'elle fait ce qu'a fait l'amoureuse de ce curé-ci. Ça peut prendre des allures presque d'épopée. Parce que je vais vous dire ce qu'elle a fait. Pendant 1 an, cette fille, on avait déplacé le curé de paroisse, a été vivre dans un petit réduit près des balais en dessous de l'escalier. Vous imaginez ça, 1 an, à se consumer d'amour, toutes les journées près de ses seaux et de ses balais dans le noir, pour monter le soir dans le plumard. C'est monsieur l'abbé. Eh bien, si le curé qui était l'objet d'un téla, pendant qu'elle était près de ses balais, avait été en trouver une autre pour coucher avec elle, ce sera un salaud, n'est-ce pas? Dites-vous le curé, ce sera un salaud. Et j'avais une lettre du curé à l'autre, qui était la lettre la plus pornographique que j'ai jamais vue sur la terre. Maintenant, on est au sommet du porno, mais ce curé-là, c'était le grand précurseur. Il y avait là une description anatomique, c'était prodigieux. Si, quand même, hein. Il y avait une lettre pareille, dites curé. Ouais, je dirais la dernière des crapules. Alors que, là, voilà la lettre. C'est votre écriture, cette lettre? C'est vous qui l'avez écrit? Le type passant par toutes les couleurs, se mettant à suer, s'effondrant, fichant le camp derrière les coulisses. Tumulte immense dans la salle, j'avais monté. Dès lors, les foules se ruent au meeting de Degrelle. Alors, première loi qui va dominer toute mon éloquence politique pendant toute ma vie, on paye. Jamais un homme politique n'avait fait payer un meeting. Ils étaient bien ravis d'avoir des gens du public qui daignaient venir. Chez moi, dès le début, on paye. On ne payera jamais moins de 5 francs. La plus modeste place, 5 francs. Ce qui était à ce temps-là assez considérable. Et j'explique aux gens dès le début, écoutez, tout coûte, louer des salles, organiser des grandes campagnes de propagande, et les autres, vous ne savez pas qui paye, ici c'est vous. C'est propre, c'est net, on y voit clair. Et c'est ainsi que jusqu'au dernier jour de mes grandes campagnes électorales,
il faudra payer. Même la dernière nuit des élections, il faudra payer. Et mes meetings, au lieu d'être un poids financier, vont devenir une des toutes grandes ressources du mouvement rexiste. Le 1er mai 1935, il part à la conquête de la capitale. Le 1er mai, c'est la fête sacrée des martyrs. Je loue la salle qui semblait la plus importante à cette époque-là, qui s'appelait malheureusement le Cirque Royal, et je convoque là le peuple. 5000 places. Il n'y avait jamais eu un meeting politique de 5000 personnes à Bruxelles jusqu'à cette époque. En une heure, ça y était, j'avais conquis mon premier grand auditoire. Alors, à partir de ce moment-là, la rafale. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. 2 fois, 3 fois, 5 fois, 8 fois. J'étais de tous les côtés. Toujours contradictoire. On pouvait parler avec tous mes meetings. Moi aussi, j'avais été chez les autres. Je continue à y aller. Avec les risques professionnels, j'ai même eu une fracture du crâne. Mais ça, c'est le métier. Mais on pouvait toujours demander la parole chez moi. De Grelle a mobilisé les jeunes, ceux qui avaient de grands besoins de pureté. On nous a appelés à ce moment-là les gamins de Rex. Et en effet, nous étions des gamins, nous avions 16 ans, 17 ans, 18 ans. C'était ceux-là, les militants les plus tenaces. Le rexisme est lancé, sa presse fulmine, virulente. J'ai commencé ma grande campagne que j'appelais Dépouiller. Je me suis lancé dans une campagne, mais atroce. Jamais banqué. Et les grands manias politiques n'ont été traités comme ça sur la terre. Je les attrapais par le fond de la culotte, je les faisais retourner devant le public. C'était un massacre. De Grelle va les appeler, d'un terme pittoresque d'ailleurs, les banksters. Il y avait quelques faits regrettables, réels, mais gonflés par De Grelle et admirablement utilisés contre le système. Ces attaques étaient surtout dirigées contre des mandataires politiques parlementaires qui cumulaient leurs mandats avec certaines fonctions dans l'industrie ou dans la finance, ou avec certains mandats financiers. Il a attaqué 5 ou 6 personnes qui étaient des hommes politiques et des financiers en même temps. Et je dois dire qu'il y avait peut-être certaines raisons. C'était bien peu de choses par rapport à ce qu'on appelait depuis lors des scandales financiers. Je me disais, le principal de ces pourris, c'est le chef du Parti catholique. C'est un nommé Segers, il était ministre d'État. Un petit bonhomme à la voix cocoriquante, très emprunté, avec son petit chapeau boule. Et il avait organisé cette année-là, comme tous les ans, le congrès du Parti catholique. À Courtrai. Il avait bien mal choisi. Ça date, le pauvre type, c'était le jour des morts. Et les congrès du Parti catholique, c'était une centaine de pelés. C'était les ministres, et les principaux sénateurs, députés. Mais ça faisait des pages entières dans les journaux. En grand secret, De Grelle convoque à Courtrai 300 jeunes militants et 2 grands journalistes sympathisants. À 14h de l'après-midi, mes gens étaient là, 300. Je m'en vais faire un tour à leur salle, et derrière, il y avait la porte de sortie pour les autorités. Il y avait une clé, je la mets dans mes poches, je la passe à mes types, je lui dis, écoutez, quand ils seront tous passés, vous fermez derrière. Ainsi, je les coinçais, ils étaient mes prisonniers, ils ne pouvaient pas s'enfuir. Les 300 types se marchent dans la salle. Segers commence son topo en disant « Quelle joie pour moi, dans ma vieillesse, de voir une foule si considérable nous rejoindre. » Il y a un type qui crie dans la salle « Pour vous foutre le pied au cul !» Ça rompait un petit peu l'harmonie, mais c'était prématuré. Je le fais faire tout de suite. En fin de séance, il réclame la parole. On la lui refuse, il la prend de force. Il s'est vraiment emparé de la tribune et il a mis en accusation tous ceux qui étaient là au premier rang du public, à la grande joie naturellement du reste du public et de tous ces adeptes à lui qui remplissaient le fond de la salle. Et je m'en suis pris d'abord au Segers lui-même. Ce bonhomme-là s'était flanqué dans toute une série d'histoires bancaires, avait pillé l'argent de la caisse d'épargne, c'est-à-dire l'argent des petites gens. Ces gens qui devaient défendre les petites gens, ils volaient leurs ressources. Je fais un abattage épouvantable de mon bonhomme. À ce moment-là, ils avaient d'ailleurs voulu filer. Ils s'étaient heurtés à ma porte fermée. Puis j'avais pris les autres. Il y avait en face de moi toute une série d'autres conseillers. Il y avait Phillips,
qui était le grand homme du Bourgogne, du grand trust banquier de Flandre. Je m'étais dégêné contre lui, je l'avais même traité d'excrément vivant. Il voulait s'emparer de la direction du parti, et il fallait pour ça démolir tous les vieux messieurs très dignes qui dirigeaient le parti. Mais ces gens étaient forts, ils tenaient la presse. Et quand le lendemain nous sommes précipités sur les journaux, il n'y a pas un mot, pas un. Parce qu'on parle toujours des libertés démocratiques, notamment la liberté de la presse. Vaste blague! Les journaux rexistes, eux, se déchaînent, relayés par les reporters des deux grands quotidiens belges, Nothomb et Didoil, dont De Grelle s'est assuré la complicité. L'affaire de Courtrai éclate au grand jour, la presse catholique soutient Segers, tonne contre De Grelle. Aussitôt, contre-offensive, je défie le ministre Segers au Palais des Sports. 25 000 places. Tout jeune gamin, un vieux ministre, une foule immense. Et le vieux bonhomme, il n'était pas là. Je me retrouvais devant le public, qui n'avait pas de spécial sympathie pour moi. J'étais à peine là, la bagarre. Les communistes. Eux avaient deviné que si je pouvais parler, j'allais gagner. J'ai vu la catastrophe, j'ai lancé ma veste, je suis hissé à la tribune où étaient les communistes, puis pam, le combat de boxe. Je suis costaud. En quelques minutes, j'en avais flanqué en compte une demi-douzaine, mes types accouraient. Cette bagarre-là, en un instant, était terminée. Je montais à la tribune, j'ai remis ma veste. En 2 heures, j'avais ma foule, j'avais Bruxelles. En même temps que Segers, qui le traîne en justice, De Grelle attaque à boulet rouge tous les politiciens qu'il juge véreux, à quelque bord qu'ils appartiennent. Il croule sous les procès. Le parti catholique l'exclut. L'épiscopat belge interdit au clergé tout contact avec le rexisme et la vente de ses journaux devant les églises. De Grelle riposte en officialisant son mouvement désormais libéré de toute tutelle confessionnelle. Je voulais la réconciliation des consciences. Rex était ouvert à tous les Belges croyants et incroyants. Nous sommes dès ce moment-là le mouvement rexiste. Pas parti, je n'ai jamais mis le mot parti, c'est séparé, c'est couper des gens. Mouvement. Ce qui s'avance, ce qui conquiert. Inquiet de l'irrésistible montée du rexisme, le gouvernement belge dissout les chambres, provoque des élections anticipées pour prendre De Grelle de court. Alors me voilà, en 3 mois, improvisons des listes de candidats à travers toute la Belgique, en plus de tout mon autre travail, de mon travail de presse, de mes meetings, à une cadence de plus en plus formidable, de toute l'organisation qu'il fallait monter au jour des élections. J'avais 234 personnes à ma permanence. Il fallait tenir tête à toutes les attaques. Et quelles attaques! Je n'avais encore que mon hebdomadaire. De Grelle crée alors un quotidien, Le Pays réel. J'ai créé mon quotidien avec 10 000 francs. C'était pas même la moitié du prix du tirage du premier numéro. Et ce quotidien est arrivé à avoir un tirage de 250 000 exemplaires, contrôlé par notaire tous les soirs. Les journaux que dirigeait De Grelle avaient un tirage relativement important, parce que les gens adorent pouvoir dénoncer des scandales. Et dès que j'ai eu mon quotidien, je pouvais encore les croire très davantage, et alors surtout, m'aimer. Je suis arrivé à en donner jusque 14 en heure. Je me souviendrai du dernier jour d'élection, j'ai parlé de 7 heures du matin à 3 heures du matin de la nuit suivante. 14 meetings, contradictoires. Coup de théâtre final, ce fut le jugement Segers. Ce vieux ministre que j'avais traqué, qui m'avait poursuivi devant les tribunaux, le 10 mai 1936, éclatait le jugement. Non seulement j'étais acquitté, mais ce vieux fourbe était condamné. Ça fait un effet gigantesque dans le public. Le rexisme, à ses débuts, apparaît comme une réaction patriotique d'honnêtes gens qui s'emparent de palais pour nettoyer des écuries d'Augias. Les élections de 1936 manifestent cette flambée de mécontentement qui finalement n'est pas vraiment fasciste. Il y a beaucoup d'électeurs mécontents des anciens partis traditionnels et du vote rexiste. Le 24 mai 1936, aux législatives, les rexistes remportent une éclatante victoire. 21 sièges à la Chambre, 12 au Sénat. J'avais à peine gagné que je recevais une invitation de Mussolini. Mussolini était à ce moment-là
Un homme qui jouissait d'un immense prestige, Churchill lui-même, disait, si j'étais italien, je serais fasciste. J'ai passé avec lui dizaines de jours en toute amitié. C'était un homme très drôle. Surtout en Mussolini, je m'étais fait un ami qui m'a toujours conseillé, qui m'a toujours guidé et qui même à un moment donné, peut-être m'a sauvé. En décembre 1936, en effet, le cardinal archevêque de Belgique fait demander au pape la condamnation solennelle du rexisme. De Grelle l'apprend. J'appelle aussitôt Mussolini au téléphone. Il me dit, accourez, venez, je vous appelle. J'arrive à Rome, je me retrouve chez lui, il était 9 h du matin. Il appelle au téléphone le cardinal secrétaire d'État. Il lui dit, écoutez, j'apprends le coup que vous êtes en train de préparer. Ça ne peut pas se passer comme ça. Je vous envoie de Grelle. Il faut que cette affaire s'arrange. Parce que la Sainte Église, qui a tant tapé sur le fascisme après, il fallait voir comme elle était comme un mouton apostolique, à ce moment-là, à côté de Mussolini. Et me voilà arrivé au Vatican, aussitôt reçu, 2 heures au Vatican. En 2 heures, j'avais déblayé le terrain, il n'y avait plus de condamnation. Hitler, je l'ai vu l'été 1936. Absolument par hasard. Et Mussolini lui-même avait dit attention à Hitler, attention aux Allemands. Toujours il me l'a répété. En fait, il détestait ça. C'est Ribbentrop qui organise ce rendez-vous entre De Grelle et Hitler. Ce fut l'entrevue foudroyante. Dès le premier contact, c'était quelque chose d'extraordinaire. Comme je l'ai pénétré, comme il m'a pénétré. À travers toute sa vie, jusqu'à sa mort, il y a ça qui dominera pour Hitler. Il m'avait compris. Et nous étions liés l'un à l'autre. Jamais j'ai été son esclave en rien. Il n'y a personne sur la terre qui a parlé à Hitler sous le ton sur lequel je lui parlais. Avec une liberté absolue de langage. Toujours nous avons traité vraiment comme 2 camarades et rien d'autre. J'ai connu Churchill de la même façon. Il m'a invité et il m'avait profondément déçu. Churchill, vraiment, était un homme assez vulgaire. Il ne voyait pas loin. Il était le nez collé sur un empire britannique qui était déjà en mauvais état et qu'il a démoli lui-même. Mais voilà donc, le 24 mai 1936, avec 21 députés et 12 sénateurs sur le dos. J'avais surtout une série de braves gens anonymes. Tout ça se fait vite noyer. Il n'y a rien de plus terrible que de voyager dans les compartiments de députés. Ils vont tôt ou tard copiner. C'est pas possible qu'on ne copine pas. Ils vont perdre l'esprit de combat. Ils vont entrer dans des combines. Alors j'avais dit à mes types, vous voyagez en 3e classe pour être au contact du peuple. Ah, ils l'ont fait, ils ne l'ont pas fait. Je leur avais dit, vous donnerez 10% tous les mois pour votre caisse. Ça a duré 2-3 mois, puis ça commençait à ne plus arriver. Il a introduit au Parlement des gens qui l'ont représenté d'une façon désastreuse. Ils étaient beaucoup plus agréables, beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus gais que les autres, mais ça ne suffisait pas pour faire quelque chose de solide et de sérieux dans un domaine qui, malheureusement, doit être solide et sérieux. Rien n'a été apporté à l'amélioration du régime parlementaire par le rexisme, et d'autre part, il n'y a pas une contribution effective aux travaux parlementaires en général. Foncièrement anti-parlementaire, De Grelle veut user du Parlement pour intensifier sa campagne contre les pourris. Il fallait que je lance là un autre grand coup qui était la révélation publique officielle et des grands brigandages politico-financiers. Et j'ai choisi pour cela un député qui s'appelait Saint-Guy, Raphaël Saint-Guy. Il avait du mordant et il était assez bohème. Je lui avais écrit complètement son discours. Et j'étais dans la tribune, tous nos gens étaient là, toute la chambre était là. 2 heures de l'après-midi, j'avais remis mon discours bien en avance à Saint-Guy pour qu'il pioche. Pas de Saint-Guy. Pas de Saint-Guy. Et à la tribune, comme président, comme ilogement, diabolique, qui guettait le coup pour essayer de faire déraper l'affaire. Il y avait à l'ordre du jour 3 autres points, mais des points insignifiants. Mais en quelques minutes, il les avait liquidés, voyant que Saint-Guy n'était pas là. Il dit, je pédale. Et puis il dit, la parole est à M. Saint-Guy. Pas de Saint-Guy, il n'était pas là.
Mon syndic, voyant qu'il y avait 3 types avant lui, pour se mettre en forme, avait été faire un dîner confortable. Et 2 minutes après, il entrait dans la salle. Mais entre-temps, comme curieusement s'était élevé, la séance est terminée. À 2h13 de l'après-midi, on terminait une séance de la chambre qui était ouverte à 2h. Une véritable farce, mais l'interpellation était par terre. Juin 1936, une grève générale éclate au port d'Anvers et bientôt s'étend au reste du pays. C'est l'année du Front populaire et de la guerre d'Espagne. 600 000 grévistes paralysent usines et charbonnage belge. Toujours hanté par son désir de conquérir les masses ouvrières, De Grelle apporte son appui total aux grévistes. Alors je me dis, il faut 2 choses. Les grèves se perdent parce qu'on a faim, et les grèves se perdent parce qu'on ne veut pas voir les gosses malheureux. Il fallait donc assurer aux grévistes la nourriture et la paix pour tout ce qui était les gosses. J'ai mobilisé toutes les jeunes filles rexistes du pays. Toute famille ouvrière nombreuse pouvait demander au mouvement rexiste une jeune fille pour l'aider. Nous envoyons tous les jours, à travers les bassins ouvriers, des centaines, des milliers de jeunes filles volontaires pour servir dans les maisons ouvrières pour rien. De Grelle multiplie les soupes populaires, les ramassages de vivres, les distributions de pain, les envois d'enfants en vacances. J'ai lancé un appel à toutes les familles rexistes pour recevoir des gosses de grévistes. Ils devaient la recevoir chez eux, ils devaient payer le voyage. Ce fut un succès absolument extraordinaire. J'étais moi-même sur les quais, il fallait voir ce spectacle, toutes les familles ouvrières arrivant, les femmes au départ, toutes avec le poing levé. Je me souviens d'un jour où nous avons envoyé 8000 gosses en train spéciaux. Léon De Grelle organise surtout d'énormes meetings dans toutes les usines des bassins ouvriers. Je parlais aux masses et j'en léchais le patron. Je lui explique, écoutez monsieur, ce que vous faites est insensé même pour vous industriels. C'est dans la mesure où vos ouvriers gagnent beaucoup que vous produirez beaucoup, parce qu'eux sont les acheteurs. Et ce qui vous réclame, ça concorde avec vos intérêts. Et puis j'ajoutais quoi? Vous êtes patriote? Mais la patrie, c'est quoi? C'est les gens qui vivent dessus, c'est ces gens-là comme vous. Et pour ceux qui étaient chrétiens, vous êtes chrétiens? C'est pas vos frères? Vous ne pouvez pas pratiquer avec eux la fraternité? Et j'ai obtenu là, parce que quand même parmi les industriels, il y a une immense majorité de braves gens, des gens vraiment très bien. J'ai obtenu là des résultats inouïs. Le plus frappant fut le comte de l'Aunois, des grands maîtres de l'acier. Je lui sors mon topo pendant 20 minutes et me dit, écoutez, tout ce que j'ai ici est à vous. Il ouvre son coffre-fort qu'il avait installé derrière un tableau. Il me dit, voilà, prenez. J'ai dit, mais comment je vais prendre tout ça? Il dit, ben, je vais vous chercher une valise. Et pendant quelques minutes, nous avons transvasé, il y avait 2 400 000 francs. En 3 semaines, ça y était, la grève était gagnée. Ceux qui n'étaient pas d'accord dans tout ça, c'était les communistes. Ils étaient décidés à me contrer par tous les moyens. Et le grand choc eut lieu à Sorède. C'est une capitale rouge au sein du pays de Liège. 50 000 types, où il y a les durs de la gauche. Mais où j'avais moi aussi mes durs, des milliers. J'organise un grand meeting à Sorède. Le bourgmestre Merlot l'interdit, mobilise 700 gendarmes pour bloquer tous les accès routiers. Mais il oublie la Meuse qui traverse la ville et longe le lieu prévu pour le meeting. Je loue un bateau-mouche, en 1 heure je fais installer des appareils puissants de radio, je pars avec mes gens sur le bateau, nous arrivons au plein milieu de la ville de Sorède, les 700 gendarmes sur le côté, une foule immense qui couvrait là toutes les berges. Aussitôt, je commence mon meeting, ma voix de tonnerre et mes amplificateurs, je courais coup de pied. Et alors on a vu jusqu'où allaient les communistes. Quand ils se sont rendus compte au bout d'une demi-heure que ça y était, que j'avais pris leur jambe. Alors, des rafales de mitrailleuses qui éclatent, ils avaient été chercher des armes dans leur dépôt. Et toujours ma chance habituelle, les 3 types, mes 2 côtés sont tombés, j'ai rien eu. Et j'ai continué. J'ai donné le meeting jusqu'à la fin. Et pour le gouvernement, une panique indescriptible.
Le ministre de l'Intérieur, Beauvais, avait même téléphoné à la femme, part tout de suite à la campagne, De Grelle est tué, on va voir la révolution. Je suis redescendu bien tranquillement vers Liège, tranquillement. Nous avons reçu, il s'était perché sur tous les ponts, avec des blocs de pierre énormes. Les toits du bateau ont été enfoncés par ces blocs. Mais enfin, nous avions là encore tenu tête. Le 8 octobre 1936, De Grelle signe une alliance impopulaire avec le VNV, le Front des nationalistes flamands, par l'entremise du député rexiste Paul de Monte. Paul de Monte était parvenu à préparer un accord définitif avec le Parti nationaliste flamand. Les nationalistes flamands faisaient bloc avec eux. Dès ce moment-là, nous constituions démocratiquement une force considérable. Le rexisme n'a pas pris souche en pays flamand. Si cet arrangement existait, c'est parce que Rex sentait qu'il n'y avait pas de racines profondes en pays flamand pour le rexisme. De Grelle signe aussi un pacte secret avec les ex-ministres Sapp et d'Aspremont-Linden, deux des chefs les plus influents du Parti catholique. Ils s'étaient engagés l'un comme l'autre à ne plus entrer dans un gouvernement si ce n'était avec moi. C'est le moment qu'a choisi le gouvernement pour nous déclarer la guerre. Un gouvernement entier déclarant la guerre à un mot. J'avais convoqué à Bruxelles 250 000 personnes en grand. Encourager 250 000 rexistes à marcher sur Bruxelles et à prendre la capitale, presque d'assaut. Comment voulez-vous que les autorités n'interviennent pas? Nous sentions que les foules étaient là. Et j'étais seul à les pouvoir les mouvoir et à les prendre. 250 000 personnes. Lui, il voyait déjà toutes les routes de Belgique encombrées d'autocars et de militants marchant, tels des pèlerins qui vont à Compostelle, n'est-ce pas, rejoindre Bruxelles. Parce que c'est un lyrique, De Grelle, n'est-ce pas? C'est un lyrique. La marche à Bruxelles était une grosse faute tactique de sa part. C'était une gaffe de plus parmi toutes les gaffes qu'il faisait. Le ministre de l'Intérieur que j'étais à l'époque trouvait tout de même dans l'obligation de ne pas considérer d'une façon neutre cette nouvelle tentative. Et le gouvernement, Spaak lui-même, est venu au micro en disant « Nous déclarons la guerre au rexisme, le gouvernement lui parlera là. » Il y a eu une interdiction de circulation à Bruxelles même et dans les communes limitrophes. J'ai annulé tout de suite mon meeting. J'ai dit, moi je ne veux pas prendre le pouvoir dans la bagarre. Je prendrai le pouvoir parce que mon peuple me le donnera. Et le gouvernement avait rassemblé à Bruxelles 3000 gendarmes, toute la gendarmerie du pays. Et tous les gendarmes étaient rexistes, 90% au moins étaient rexistes. Comme toute l'armée était rexiste. Un certain nombre d'officiers ou de militaires de carrière qui étaient sympathisants. De Grelle a pu trouver des appuis auprès de militaires, certainement. Les militaires, nous les connaissons. Toutes les forces militaires, gendarmerie et police restaient dans le circuit de l'organisation démocratique des institutions du pays. Et je ne pense pas que De Grelle aurait pu trouver là-bas un appui sérieux. Le militaire le plus populaire de Belgique, le général Chardon, m'a écrit, pas dit, écrit. Je suis prêt, à votre disposition, un mot, mettre un spécial monte à Bruxelles vous soutenir. Je pouvais donc prendre le pouvoir. Je l'ai eu à ma disposition. Et le plus formidable, c'est que le roi, après, a dit à Pierre D, si il avait pris les ministères d'assaut, j'avais donné l'ordre de ne pas résister. Il est tout à fait abusif de la part de Grelle de se targuer d'une approbation tacite du roi. Léopold III était au courant de tous les événements et suivait la situation de près. Malgré son désir de réformer le Parlement et les mœurs politiques, je suis persuadé qu'il se rendait compte que ce n'est pas avec De Grelle qu'on pourrait le faire. Entre le roi et le ministre de l'Intérieur, la confiance était totale. Le 25 octobre 1936, De Grelle est arrêté dès le matin pour avoir tenté de haranguer ses troupes qui, malgré les contre-ordres, se rassemblent à Bruxelles. Il sera relâché le soir. Tout ce dimanche, de durs affrontements opposent forces de l'ordre et manifestants rexistes, mais pour ceux-ci, la journée se solde par un cuisant échec. De Grelle va s'offrir une éclatante revanche.
Du 19 au 24 janvier 1937, il organise les 6 jours de Rex. 6 soirs consécutifs, il loue l'immense palais des sports de Bruxelles. Et 6 soirs de suite, il donne un meeting différent devant des foules gigantesques. Chaque soir, la salle est comble et tout le public n'y peut trouver place. Le rexisme est à son apogée. J'ai décidé de braver le pouvoir et de provoquer un espèce de référendum. J'ai donc fait démissionner un député de Bruxelles et tous les suppléants. Il fallait une élection. Je me présenterai personnellement. Il a écrit ceci dans Le Pays réel, son journal. C'est moi-même qui mènerai la lutte. Et si nous réussissons, je n'entrerai pas au Parlement. Je passerai la place à un autre et je recommencerai ailleurs. Je trouve que cet écrit illustre parfaitement la position anti-régime et anti-parlementaire de Léon de Grelle. Pour le régime tout entier, il fut clair tout de suite que c'est une question de vie ou de mort. De Grelle, qui n'était pas membre de la Chambre, qui n'avait pas été candidat en 1936, tâchait de provoquer un violent mouvement contre le gouvernement et avait décidé de saboter le système. Si je triomphais, c'était tout leur système qui volait en pièces. Et on a assisté à une séance extraordinaire du Parlement belge. Sur proposition des communistes, tous les partis se ralliaient autour du Premier ministre pour qu'il soit candidat en face de moi. En un an, pour barrer la route à un jeune garçon, il n'y avait plus qu'un candidat possible, le Premier ministre, soutenu par la totalité des partis. Ce champion des partis traditionnels s'appelle Pon Valzeland. Tout le régime se dressait contre moi, toutes les forces de l'argent. Cette lutte fut par moments grotesque et atroce. Il était impossible de louer encore un panneau d'affichage. Les premiers jours, pour avoir un panneau d'affichage, il fallait payer 10 000 francs et il fallait donner la moitié d'un billet au moment de signer le contrat. Au bout de quelques jours, il n'y en avait même plus. C'était confisqué. Nous étions condamnés à installer de grands panneaux sur des camions, à les traîner comme nous pouvions. Le grand financier Solvay, à lui seul, pour me contrer, a donné 6 millions au gang Valzeland. Au même moment, Solvay, imaginant que je pouvais avoir des accointances avec les Allemands, ce qui était absolument faux, faisait remettre 6 millions aux œuvres de la jeunesse hitlérienne. Je n'avais pour moi que mes meetings. Tous les soirs, 5, 6 fois, j'en brassais, j'en retournais des 10 000 personnes, 20 000 personnes, 50 000 personnes. Mais à chaque entrée, les communistes étaient là avec des cordes au bout desquelles ils avaient attaché une boule de plomb. Nous avions tous les soirs 50 à 60 grands blessés à notre permanence. J'ai fait chercher les plus grands voyous de la rue Haute, qui est le quartier malfamé de Bruxelles, 100 francs chaque soir pour contrer ces bons hommes. En 48 heures, c'était liquidé. Le jeudi soir, avant les élections, le ministre Dubus de Warnaf m'indiquait comme vainqueur. J'allais gagner, eux-mêmes le reconnaissaient. Et c'est alors qu'éclata la grande affaire du cardinal Van Rooij. Le cardinal Van Rooij, je l'ai dit, est un être élémentaire, un prélat du Moyen-Âge. Et Dubus de Warnaf a été trouvé le jeudi soir, le vendredi matin, pour obtenir une intervention. Et le bonhomme s'est décidé à me crosser. Je peux répondre, j'étais ministre de l'Intérieur et je ne suis pas intervenu ni directement ni indirectement auprès du cardinal. De Grelle a commis une imprudence monumentale. Il a déclaré qu'au Palais des Sports, il n'y a qu'une autorité qui pourrait dire que nous nous trompons. C'est Malines. Malines s'est-il prononcé contre nous? Non. Malines se prononcera-t-il contre nous? Non, j'en ai l'assurance. Quand il a fait l'erreur enfantine de se réclamer lui-même de Malines et du cardinal, naturellement, il a reçu le coup de crosse auquel il devait s'attendre. Il y avait en Belgique un tel sursaut contre l'aventure rexiste
que probablement le cardinal était l'objet de certaines pressions. Eh bien, ces bonhommes, le vendredi, m'a envoyé un coup de crosse phénoménal en plein la figure. Et calculé avec une astuce diabolique ce saint homme. Il avait été fait un accord avec les services de poste, qu'il avait demandé leur conformité à tous les partis, selon lequel, le vendredi à 5 heures, on cessait de remettre des feuillets de propagande. La propagande s'arrêtait à 5 heures le vendredi soir. À 5 heures, le cardinal sortait de son propre. Il nous devenait donc impossible de riposter. Les 52 journaux de l'opposition publiés avec fracas en première page en grand cette condamnation était totale. Premièrement, interdiction de voter pour moi. Deuxièmement, interdiction de voter blanc. Il n'était donc pas permis aux catholiques de Bruxelles de s'abstenir. Ils devaient voter pour l'autre. On ne peut pas imaginer une pression sur les consciences, un écrasement de la liberté électorale plus total 2 jours avant une grande compétition. Le 11 avril 1937, l'élection partielle se déroule à Bruxelles. Le Premier ministre, Paul Van Zeeland, remporte une victoire écrasante sur Léon de Grelle, bien que les rexistes aient raflé 40% de voix de plus qu'en 1936. Pour eux, cet échec est un désastre. Les défections se multiplient. Les alliés secrets de Grelle, Sapp et d'Aspremont-Linden entrent dans le nouveau ministère constitué par Van Zeeland. De nombreux élus rexistes, parmi lesquels Pierre Day et Xavier de Grune, quittent le mouvement. Staff de Clercq, chef des nationalistes flamands, dénonce l'accord qui les lie à Rex. À Van Zeeland, de Grelle réserve une riposte foudroyante. Ce bonhomme-là avait été gouverneur de la Banque nationale. Quand un gros ponte mourait à la Banque nationale, les Maccabées continuaient à passer à la liste des émoluments. C'était Van Zeeland qui mettait l'argent dans ça. Ils avaient constitué quelques copains et lui à la tête de la Banque nationale qu'ils avaient appelé magnifiquement la cagnotte. C'était la cagnotte. Chaque mois on versait dans la cagnotte et les traitements des Maccabées et on se les partageait fraternellement. Dans le cas de Van Zeeland, c'était une cagnotte dont une certaine partie lui revenait pour la période à laquelle il n'était pas encore Premier ministre. Bon, je sais bien qu'il y a tout de même là quelque chose d'un peu ambigu. Il y a eu une commission d'enquête qui a révélé qu'effectivement, depuis qu'il était Premier ministre, il n'avait plus rien touché, en tout cas pour la période postérieure. Je tombe là-dessus. Et puis je découvre tout l'engrenage de leur rapine à la Banque nationale. Tout le monde se tait. Je lance une campagne terrible. De Grelle dénonce les complaisances de la banque pour un escroc notoire, puis, avec une trentaine d'amis, il acquiert les actions nécessaires pour assister à l'Assemblée générale. Et quand est arrivé le jour de l'Assemblée générale, nous étions là les 31. Nous y sommes restés une semaine. Montant un scandale abominable. Un jour, j'ai parlé 8 heures. Et pour que le scandale soit vraiment public, j'ai ameuté tous mes gens. J'avais là plusieurs milliers de types brandissant des balais, les harangués du haut des balcons. Le scandale a été tellement effroyable que le ministre des Finances a dû reconnaître par une déclaration publique que c'était vrai. J'ai marqué le coup d'une façon féroce. Je dis féroce. 5 types sur les 6 se sont suicidés. Le grand patron, le ministre d'État France, s'est suicidé lui-même en verse. Quand mon Van Zeeland, il a fait un lobbying fantastique, il est volé dans les plates-bandes, c'était fini, il n'était plus Premier ministre. Poussant mon avantage, je suis arrivé à la conclusion formidable le 12 juillet 1938 de mon grand meeting de Lambé, aux portes de Bruxelles. Aux portes de Bruxelles, j'ai eu un meeting de 65 000 personnes, toutes payant dans un enthousiasme énorme. Ce sera là le dernier grand succès rexiste d'avant-guerre. Le mouvement est en déclin, certes, De Grelle et sa femme sont toujours follement ovationnés,
Mais avec ses podiums gigantesques, ses drapeaux, ses uniformes, ses fastes, le rexisme évoque de plus en plus les grandioses dramaturgies hitlériennes. Il choque et inquiète le Belge moyen, farouchement anti-nazi. D'autant que l'horizon européen s'assombrit. Dès 1937, la Belgique a dénoncé ses accords militaires avec la France et l'Angleterre et adopté une politique de stricte neutralité. Cette politique ne plaisait pas à tous ceux qui voulaient en découdre avec Hitler. On plante tout sur le dos d'Hitler. Mais des forces considérables en Angleterre, en France, aux États-Unis, voulaient éliminer le phénomène hitlérien, alors que, de toute évidence, Hitler ne voulait pas éliminer l'Occident. Ça ne présentait pour lui aucun intérêt. Ses yeux étaient tournés vers l'Est. Dès 1936, nous avons été la force de choc qui a poussé à la politique de la neutralité et qui l'a rendue politique d'État. Et dès alors, nous nous sommes accablés par des campagnes furibondes. Il faut relire la presse de cette époque. On voyait mes photos sur tous les murs de la Belgique avec un casque à pointe sur la tête. Nous étions des Boches, nous étions des vendus aux Boches, nous étions payés par les Boches. Nous n'avons jamais reçu jamais un centime des Allemands, toujours une forme que ce soit. On sait très bien que tout ça c'était des bobards. Et chaque fois qu'arrivait une occasion pour nous de montrer notre force devant l'opinion, chaque fois comme si ça avait été prévu, il arrive un grand coup d'Hitler. Il faut vraiment le dire, c'est drôle d'ailleurs. Mais notre plus grand adversaire avant la guerre, inconsciemment, c'était Hitler. C'est lui qui nous a fichu dedans à chaque grande occasion. Pendant les derniers temps, mais il y avait une élection municipale, paf, il entre en Autriche. Il y avait une élection législative, paf, il entrait chez les Sudètes, juste 8 jours avant, 15 jours avant, en pleine mobilisation. Alors le public qui avait déjà été très frappé par l'histoire du cardinal, le public catholique qui se tenait sur la réserve, tout le public de gauche, il disait, mais cet Hitler-là, vous voyez, son bonhomme ici de Grelle en Belgique, c'était pour nous absolument catastrophique. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La France et l'Angleterre lui déclarent la guerre. La Belgique se cramponne plus que jamais à une neutralité de moins en moins crédible. L'immense majorité des Belges voulaient bien les bienfaits de la neutralité. Ils étaient contre les Allemands. La neutralité a été proclamée solennellement le premier jour de la guerre de l'Allemagne en Pologne, mais dans une hostilité générale. Nous autres rexistes, nous sommes restés imperturbablement neutres. C'était l'intérêt de notre peuple, donc, à travers tout, on suivrait cette ligne-là. Et j'y ai vraiment sacrifié pendant ces mois-là le rexisme. J'allais au palais de Laken, j'ai vu le roi. Rien ne permet de dire que le roi Léopold avait une particulière sympathie pour De Grelle. Je ne crois pas que De Grelle ait eu ce qu'on pourrait appeler des rapports secrets d'une certaine importance avec le roi Léopold III. Nous avions monté ensemble le plan de toute la série d'articles que j'ai fait à ce moment-là. Et le roi a tenu bon 1 mois et demi. Et puis il a flanché. Dès la fin d'octobre 1939, c'était fini. En secret, Léopold III avait fait un accord avec le général Gamelin. Le général Gamelin a d'ailleurs donné toutes les pièces, tous les éléments de l'affaire. Le général Delvoye, qui était l'attaché militaire belge à Paris, avait traité de cet accord. Reynaud, dans ses mémoires, vous explique la même chose. Churchill les confirme de la même façon. Il n'y a aucun doute possible. Il y avait un accord. Gamelin, Léopold III, dès la fin d'octobre. Et accord complété d'une façon terriblement imprudente par l'envoi d'un délégué de Gamelin envoyé secrètement à Bruxelles, qui était le lieutenant-colonel français Hautecoeur. La semaine même, Hitler le savait, il me l'a raconté à moi. Hitler l'a su par un membre de l'état-major français et il l'a su par des confidences d'un ministre français. À côté de ça, une opinion qui ne respecte en rien la neutralité, qui se déchaîne dans sa haine contre l'Allemagne, une presse qui en fait de même, et des grands groupements qui presque ouvertement interviennent dans la bagarre européenne. Et c'est ainsi qu'on voit, organisé à Liège, par une personnalité connue, M. Thon, et par le consul de France,
des envois de milliers de spécialistes de l'industrie d'armement en France. Des trains entiers partaient, emmenant des milliers de Belges qui collaboraient à l'effort de guerre français. La neutralité était devenue de la blague. Je ne sais pas si on a recruté des hommes, mais on a fait des commandes considérables au point de vue armement. Le 10 janvier 1940, alors que les Belges se croient à l'abri derrière leurs fortifications, un avion allemand égaré dans la brume fait un atterrissage sur leur territoire. L'un des aviateurs capturés tente en vain de brûler les documents qu'il porte. On les lui arrache. C'était le plan d'invasion allemande. On apporte ça non pas au ministre de la Guerre, mais au général Van Overstraten et au roi, qui n'en informent pas leur gouvernement. Et le roi, de sa propre initiative, fait appel aux Français et aux Anglais, disant « Je vous ouvre les frontières, je demande simplement que vous me garantissiez l'intégrité du territoire belge et de sa colonie. » La France, immédiatement, a garanti. Immédiatement, Léopold a fait enlever les barrages de protection à la frontière, et pendant 24 heures, toute l'armée française a attendu l'ordre de l'entrée. On nous a dépassé cet ordre parce que les Anglais n'avaient pas encore répondu. Et 24 heures après, ils ont répondu qu'ils ne garantissaient pas. Et ils ne garantissaient pas, on l'a pris après la guerre, parce qu'en mars 1939, le ministre anglais Stevens, à Berlin, avait promis que des compensations pourraient être offertes à l'Allemagne si elle renonçait à ses anciennes colonies, aux dépens du Congo belge et de l'Angola. Voilà mon Léopold III, ruminant ses inquiétudes. Il a fait venir Henri Demant, des ministres socialistes. Il avait la confiance du roi. Et là, je vais vous révéler des choses très graves. Jamais on n'a pu m'y apporter le moindre démenti. Et je l'essaie de Demant lui-même. Léopold III imagina de l'envoyer à Berlin pour trouver Goebbels. Et Goebbels a reçu de lui ce conseil pour Hitler, d'orienter son offensive vers le sud de la Belgique et débouler par là en France. Si l'armée allemande se ruait dans cette direction, il y avait juste un petit coin des Ardennes qui se faisait écorner et toute la grande bagarre avait lieu en France. La Belgique échappait en fait à la guerre. Je n'en crois absolument rien. J'ai passé des journées entières avec Henri Demant à nous remémorer ensemble toutes les circonstances qui ont précédé la guerre et sans réserve aucune, il ne m'a jamais parlé de cela. Dans la réalité, c'est également vers la même époque que, au contraire, le roi et Van Overstraten ont prévenu Gamelin. J'ignore tout d'une intervention de Mann à Berlin au nom du roi, et je ne crois pas qu'elle ait jamais eu lieu. Léopold III se bat désespérément, et c'est son devoir, pour tenir la Belgique à l'écart du conflit. Avec la reine de Hollande, il a encore, le 6 novembre précédent, offert sa médiation aux belligérants. Entre le 5 janvier 1939 et le 5 janvier 1940, il y a eu 7 gouvernements belges différents. Le désordre était indescriptible. Il n'y avait pas de plan assuré pour le ravitaillement, pas de stock accumulé. Il n'y avait pas de plan d'évacuation, pas de plan visant au maintien de l'organisation de l'administration dans les régions occupées. Il n'y a eu qu'une chose qui a été préparée, et de façon diabolique. C'est notre arrestation à nous tous, qui avions défendu la neutralité, poussée par notre foi patriotique. Cela, c'était prêt. Une seule idée leur trottait dans la tête, se venger de ces rexistes qui avaient mis leurs prébendes en danger, qui avaient traqué les brigands de la politique occidentale, qui avaient voulu donner à leur pays un régime ordonné. Nous étions les criminels à cause de cela. Et pour eux, une seule chose comptait, l'heure de la vengeance. 7 heures sonnera à l'aube du 10 mai 40, lors de l'invasion de la Belgique.